Un milliardaire jeta sa femme enceinte dans la pluie à 23 heures. Il ne savait pas qu'elle portait son bébé. Il ne savait pas qu'elle venait de construire le logiciel qui le rendait riche. Et il ne savait définitivement pas que 6 mois plus tard, elle entrerait dans le restaurant le plus exclusif de Manhattan, au bras du seul homme assez puissant pour le détruire complètement. Ceci. Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment glaçante. Elle n'était pas là pour la vengeance. Elle était là pour le dîner, et cela rendit tout tellement pire. Brian Thorne l'avait remplacé par un mannequin Instagram de 23 ans. Il l'avait effacée de sa vie comme si elle n'était rien. Il était absolument certain que le passé était derrière lui. Jusqu'au moment où il leva les yeux de son verre de vin et la vit, enceinte de 7 mois, rayonnante, intouchable, et tenant les mains avec Adrian Vance, le milliardaire qui possédait chaque entreprise dont Brian dépendait. Son cœur ne s'arrêta pas juste. Il se brisa en 1 million de morceaux juste là sur cette nappe blanche. Ceci n'est pas une histoire à propos d'un cœur brisé. Ceci est une histoire à propos d'un homme qui jeta un diamant parce qu'il voulait quelque chose qui scintillait. Et au moment où il réalisa son erreur, ce diamant était déjà serti dans la couronne d'un autre homme. Si vous avez déjà été sous-estimé, renvoyé ou fait se sentir sans valeur par quelqu'un qui aurait dû vous aimer, cette histoire se sentira comme justice. Restez jusqu'à la fin parce que son moment final vous laissera sans voix. Les lustres à l'intérieur de l'anille n'étaient pas fabriqués en verre. La rumeur que Brian Thorne aimait faire circuler était qu'ils étaient faits de diamants solides. C'était une histoire qui convenait à son image. Il était l'homme qui pouvait transformer le sable en or. Le titan de la technologie qui a gravi les rues difficiles de Chicago jusqu'aux appartements penthouse de Manhattan. Ce soir, Brian était assis à la meilleure table de l'établissement, celle réservée à la royauté et aux leaders mondiaux. Assise en face de lui était Chloé, un mannequin de 23 ans dont la beauté était aussi frappante que son incapacité à maintenir une conversation. Elle était occupée à faire défiler Instagram, son pouce parfaitement poli s'arrêtant sur des photos d'elle-même. « Pose le téléphone, Chloé, » dit Brian, sa voix calme mais ferme. « Nous célébrons. L'accord avec Concade Logistics est complet. Je suis maintenant officiellement l'actionnaire majoritaire. » Chloé leva les yeux, ses yeux bleus grands mais vides. « Oh, c'est vrai. Hourra, chérie. Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin acheter cette villa Echo, celle qui vient avec le quai à bateau? » Brian fit doucement tourbillonner le pinot noir vintage dans son verre, sentant une douleur lourde et familière au fond de sa poitrine. C'était la douleur d'un ennui profond. « Nous pouvons acheter le lac entier si nous voulons, » dit-il à voix basse. Mais l'excitation de ces mots avait disparu. 6 mois. C'est combien de temps s'était écoulé depuis que lui et Emma avaient divorcé. Emma, son nom se sentait toujours comme de la cendre sur sa langue. Elle était son amour du collège, la femme qui avait rapiécé ses chaussettes quand il était trop fauché pour en acheter de nouvelles. Celle qui resterait éveillée toute la nuit pour vérifier ses premières propositions commerciales. Mais à mesure que les chiffres du compte bancaire de Brian gonflaient, Emma restait la même personne simple. Elle préférait les soirées tranquilles à la maison. Elle choisissait des chaussures confortables. Elle n'avait aucune idée comment flatter les investisseurs ou prendre le commandement d'une pièce. Brian s'était persuadé de croire qu'il l'avait simplement dépassée. Il avait besoin d'un symbole de statut à son bras, pas d'une véritable partenaire. Alors il mit fin à leur relation d'une manière cruelle. Il se rappela le jour avec une clarté parfaite. Il lui présenta des papiers de divorce et un chèque, l'informant qu'elle ne correspondait plus à son futur. Elle ne cria pas. Elle ne brisa pas un gilet. Elle le regarda juste, ses yeux remplis d'une tristesse écrasante pour l'âme, et murmura « Tu comprendras le coût de ceci, Brian. » Avant qu'elle ne s'éloigne sous la pluie battante. « Brian, tu rêves, » se plaignit Chloé, tapant sa fourchette sur le bord de son verre de vin. « Je veux le homard, mais notre serveur m'ignore complètement. »« Il ne t'ignore pas, il est juste occupé, » répliqua Brian, sa patience s'épuisant.
Tout à coup, le bruit de fond du restaurant, le jazz doux, le faible bourdonnement des voix, le cliquetis des couverts s'estompa. Ce n'était pas un ralentissement silencieux. C'était une inspiration nette et unifiée. Brian fronça les sourcils. Les célébrités visitaient Lauren tout le temps. Un silence comme celui-ci signalait l'arrivée de quelqu'un ayant une véritable influence. Qui est-ce? Chloé s'enquit, étirant son cou pour voir. Est-ce une sorte de star de cinéma? Brian déplaça légèrement sa chaise pour voir la grande entrée principale. Le maître d'hôtel, un homme nommé Pierre, qui regardait typiquement tout le monde de haut, était presque en pleine révérence. 2 personnes entrèrent, escortées par 4 gardes de sécurité qui se déplaçaient avec la discrète létalité de soldats hautement entraînés. L'homme était grand, facilement plus de 1,88 vêtu d'un costume en charbon sur mesure qui coûtait probablement plus que la première voiture de Brian. Il avait des cheveux qui étaient un mélange de sel et de poivre, et une mâchoire si définie qu'elle semblait avoir été sculptée dans la pierre. Brian resta complètement immobile. Il connaissait cet homme. Tout le monde dans son industrie le connaissait. C'était Adrian Vance, le chef de la direction de Vance Global, l'individu qui contrôlait les compagnies de transport sur lesquelles Brian comptait, les satellites que Brian louait, et les banques auprès desquelles Brian empruntait. Adrian Vance venait d'un argent ancien et puissant. C'était un prédateur si formidable que d'autres prédateurs l'évitaient. Mais ce n'était pas Adrien qui causa la couleur à s'écouler complètement du visage de Brian. C'était la femme au bras d'Adrien. Elle portait une longue robe de soie vert émeraude qui épousait sa silhouette avant de descendre jusqu'au sol. Ses cheveux qu'elle gardait autrefois en un simple chignon tombaient maintenant en vagues parfaites et brillantes sur son dos. Autour de son cou se trouvait un collier de saphir qui captait la lumière, brillant d'une intensité bleue ardente. C'était d'Emma, mais pas l'Emma qu'il se souvenait. La femme timide était partie. Cette femme se déplaçait la tête haute, ses yeux scannant la pièce avec une assurance calme et intimidante, et c'est là que Brian le remarqua. La soie de sa robe était coupée parfaitement pour s'adapter à la courbe très claire et ronde de son ventre. Elle était très enceinte. La main de Brian serra son verre de vin si fort que la tige se brisa. Du vin rouge coula sur la nappe blanche parfaite, ressemblant de manière troublante à une tache de sang qui s'étendait. « Oh mon Dieu, Brian, regarde ce que tu as fait !» s'écria Chloé, sautant en arrière pour s'éloigner du déversement. Brian ne l'entendit pas. Il ne pouvait rien entendre au-dessus du son rugissant dans ses oreilles. Enceinte, elle semblait être enceinte d'au moins 7 mois. Il fit le calcul dans sa tête instantanément. 6 mois s'étaient écoulés depuis le divorce. Elle était enceinte de 7 mois. La pièce entière commença à tourner. Le bébé, était-ce le sien ou l'avait-elle dépassé si vite? Alors que l'autre guidait Adrienne et Emma à travers le restaurant, leur chemin les mena juste devant la table de Brian. Brian se sentit figé, incapable de détourner ses yeux. Il s'attendait à ce qu'Emma détourne le regard, à ce qu'elle se recroqueville, à ce qu'elle se cache. Mais alors qu'il s'approchait, le regard d'Emma se posa directement sur le sien. Il n'y avait aucune trace de peur dans ses yeux. Il n'y avait aucun signe d'amour non plus. Il y avait juste un détachement froid et lisse, comme voir un parfait inconnu dans un train. Adrian Vance posa doucement une main protectrice sur le bas du dos d'Emma, se penchant pour lui dire quelque chose doucement à l'oreille. Emma laissa échapper un rire, un son vrai et musical. Brian ne l'avait pas entendu depuis des années. Ils passèrent devant sa table, laissant derrière eux l'odeur de jasmin et de cologne coûteuse. « Attends une minute, » murmura Chloé, ses yeux devenant étroits. « N'est-ce pas ton ex-femme? » « La simple. » Brian regarda juste la tache rouge grandir sur la nappe. « Oui, » réussit-il à dire, sa voix sonnant comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « C'est Emma. » Un serveur se précipita à leur table pour nettoyer le déversement, offrant des excuses sans fin, comme si c'était de sa faute si Brian avait perdu le contrôle. Brian le congédia avec impatience.
sa faim complètement partie. « Je ne comprends pas, » dit Chloé déchirant un rouleau de pain. « Tu m'as dit qu'elle était fauchée. Tu m'as dit qu'elle était une inconnue. Alors pourquoi est-elle avec lui? » « C'est Adrian Vance. Mon propre père dit qu'Adrian Vance a assez d'argent pour acheter cette ville entière s'il voulait. » « Je ne sais pas, Chloé, » dit Brian sèchement d'assez fort pour faire regarder un couple voisin. Il baissa la voix, ses mains se serrant en poing sous la table. « Je ne sais pas. » De l'autre côté de la pièce, Adrian et Emma avaient été conduits à la table de l'alcôve privée, celle que même Brian n'avait jamais pu réserver. Elle avait une vue imprenable sur les lumières de la ville. Yet était-elle assez privée pour une réunion discrète. Brian les regarda intensément. Il regarda Adrian tenir la chaise d'Emma pour elle. Il vit comment le personnel du restaurant s'occupait d'eux, traitant Emma comme si elle était une reine. Mais la chose qui le dérangeait le plus était la façon dont Adrian la regardait. Ce n'était pas l'expression d'un homme avec une belle femme pour le spectacle. C'était un regard d'adoration complète et absolue. Et la façon dont sa main vint se poser si doucement sur son estomac après qu'il se fût assis. Ce seul mouvement semblait possessif, protecteur et paternel tout à la fois. Est-ce que son enfant? Les pensées de Brian s'emballaient. C'est impossible. Nous étions encore ensemble il y a 7 mois. Ce doit être le mien. Mais elle ne m'a jamais dit un mot. Un puissant sentiment de droit le submergea soudainement. Si c'était son héritier, alors il avait le droit de savoir. Il était Brian Thorne. Il n'était pas quelqu'un qui était tenu dans l'obscurité. « Je vais aux toilettes des hommes », dit Brian comme un mensonge, se levant soudainement. « Ne sois pas long, se plaignit Chloé. Je veux toujours commander un dessert. » Brian ne lui prêta aucune attention et commença à marcher à travers le sol du restaurant. Il ne se dirigeait pas vers les toilettes. Il marchait directement vers l'alcôve privée. Son cœur battait fort dans sa poitrine, rempli d'un mélange de rage et d'un étrange désespoir soudain qu'il n'avait pas anticipé. Alors qu'il s'approchait, 2 très grands hommes en costume sombre émergèrent des ombres, bloquant son chemin. « Écartez-vous de mon chemin », ordonna Brian, essayant d'utiliser sa voix de PDG autoritaire. « Je suis une connaissance. Monsieur Vance ne reçoit pas de visiteurs en ce moment, » déclara l'un des gardes, son ton plat et désintéressé. « Laisse-le passer, Marcus. » Une voix grave appela de la table. Les gardes s'écartèrent. Brian entra dans l'alcôve. Emma ne prit même pas la peine de lever les yeux de son menu. Elle rayonnait, sa peau radieuse de sa grossesse, ses joues légèrement rougies, et elle semblait plus saine et plus éblouissante qu'elle ne l'avait jamais été lorsqu'ils étaient mariés. « Emma », dit Brian, sa voix tendue. Elle posa lentement le menu. Ses yeux noisettes rencontrèrent les siens. Ils étaient froids et distants. « Bonjour, Brian. Je me demandais quand tu déciderais enfin de venir ici. »« Tu es enceinte, dit-il, énonçant l'évidence. »« Observateur comme tu l'as toujours été, » répondit-elle, sa voix pleine de sarcasme. « Est-ce » Brian regarda Adrien, qui l'observait avec un sourire amusé et prédateur tout en sirotant son scotch. Le regard de Brian revint sur l'estomac d'Emma. « Est-ce le mien? » Emma laissa échapper un rire court et incrédule. « Le tien, Brian? Tu as renoncé au droit de me poser cette question la nuit où tu m'as jeté de notre maison à 23 heures, parce que tu as dit que je manquais de vision. Si c'est mon enfant, j'ai des droits. » Brian siffla, faisant un pas en avant. « J'ai des avocats qui peuvent s'asseoir, garçon. » Adrian Vance parla. Il ne cria pas. Il ne se leva pas. Il prononça juste les mots, et le pouvoir dans sa voix était si absolu que Brian se figea sur place. « Monsieur Thorne, » continua Adrien, faisant tourbillonner la glace dans son verre. « Il semble que vous opérez sous plusieurs fausses croyances. Permettez-moi de les corriger pour vous. Premièrement, vous n'élèverez pas la voix sur ma fiancée. C'est bouleversant pour le bébé. Fiancée. » Le mot frappa Brian comme un coup de poing dans l'estomac. Deuxièmement, Adrien dit, ses yeux devenant aussi solides que de l'acier. À propos du père du bébé,
Vous étiez trop occupé avec votre, qu'est-elle? Un mannequin Instagram. Vous avez passé la dernière année de notre mariage à la poursuivre. Donc, vous avez à peine posé la main sur votre femme. Nous nous souvenons tous les deux comment les choses étaient, Brian. Alors, ne vous ridiculisez pas en agissant comme si vous étiez d'un mari attentif. Le visage de Brian devint d'un rouge profond. Il regarda Emma, cherchant le moindre signe de faiblesse. Emma, dis-lui, fais-lui savoir qui je suis vraiment. Je lui ai déjà dit qui tu étais, Brian, répondit Emma doucement. Elle posa une main sur son ventre. Je lui ai dit que tu étais l'homme qui m'avait rabaissé juste pour te construire toi-même. Je lui ai dit que tu étais l'homme qui me répétait constamment que je n'avais aucune valeur. Elle tendit alors la main et tint la main d'Adrien. Et puis Adrien me montra que je valais tout. Tu n'es avec lui que pour sa richesse, claqua Brian, sa fierté commençant à se briser. C'est la raison, n'est-ce pas? Tu as quitté un millionnaire pour être avec un milliardaire. Tu n'es qu'une croqueuse de diamants, Emma. La température dans la salle à manger privée sembla chuter de 10 degrés. Adrien posa son verre sur la table. Le son doux sembla résonner comme un coup de feu. « Sois très prudent », dit Adrien à voix basse. « Tu parles à la présidente de la Fondation Vance et elle n'est pas comme toi, Brian. » Brian Dewey. Elle n'a pas hérité sa fortune ou ne l'a pas prise à quelqu'un d'autre. Elle a reconstruit sa vie à partir des décombres que tu as créés. Juste à ce moment-là, une Chloé très impatiente claqua son chemin vers leur table dans ses talons hauts. Elle les regarda tous les trois, sentant la tension, mais n'étant pas assez intelligente pour comprendre ce qui se passait. « Chérie, qu'est-ce qui prend autant de temps? » Chloé se plaignit, s'accrochant au bras de Brian. Elle lança à Emma un regard méprisant. « Oh, c'est toi. Wow, tu t'es vraiment laissé aller. Je suppose que la vie de célibataire ne te réussit pas bien. » Un silence pesant emplit l'air. Emma ne réagit pas avec colère. Au lieu de cela, elle offrit un lent sourire plein de pitié. « Tu dois être Chloé. » Brian a toujours été attiré par les choses brillantes sans substance réelle. Chloé était sans voix. « Excuse-moi, tu peux le garder, » déclara Emma, redirigeant son attention vers le menu. « J'en ai fini avec lui, mais je te donnerai un conseil amical. Tu devrais revoir le contrat de mariage. Brian est très prudent avec son argent. » Adrien laissa échapper un rire sombre. « Marcus, veuillez les retirer. Ils gâchent mon dîner. » Le garde de sécurité se dirigea vers eux. Sa grande stature était intimidante. « Ce n'est pas fini, Emma. » Brian grogna tandis que les gardes le guidaient. « Tu ne peux pas me priver de mon enfant. Je te ruinerai au tribunal. » Adrian Vance se leva. Il sembla dominer Brian. Il se pencha près, sa voix une menace tranquille près de l'oreille de Brian. « Si tu oses la poursuivre en justice, si tu tentes de la déranger, ou si tu la regardes ne serait-ce qu'une fois de plus, je ferai plus que te poursuivre en justice, Brian. J'achèterai ton entreprise, la vendrai morceau par morceau, et tu n'auras plus rien sauf ce costume bon marché que tu portes. Ne me défie pas. » Brian recula. Il n'avait pas d'autre option. Il retourna à sa table avec Chloé se plaignant à son oreille de leur impolitesse. Mais Brian n'écoutait pas. Il s'assit, regardant la chaise vide où son futur était censé être assis. Il regarda Emma partageant un rire avec un milliardaire, enceinte d'un enfant qui pourrait être l'héritier de 2 fortunes. Et à ce moment-là, pour la toute première fois, Brian Thorne se sentit insignifiant. Mais la soirée n'était pas du tout terminée. Alors que Brian fit signe pour l'addition, impatient de s'en aller, il remarqua un homme en costume gris s'approchant de la table d'Adrien. C'était un huissier de justice. Brian se figea. Quelqu'un poursuivait-il Adrien? Non. L'homme continua après Adrien et vint directement à la table de Brian. « Brian Thorne, l'homme s'enquit. « Oui, vous avez été signifié, » déclara l'homme, plaçant une épaisse enveloppe sur la table à côté d'une tache de vin. Brian l'ouvrit rapidement, ses mains tremblantes. Ce n'était pas un avis légal d'Adrien. C'était d'Emma. Plaignant, Emma Vance Cross. Le sujet était le vol de propriété intellectuelle lié au modèle algorithmique Thorne.
Un frisson parcourut l'échine de Brian. L'algorithme, la programmation qui lui avait rapporté son premier milliard de dollars. La programmation dont il s'était attribué le mérite. La programmation qu'Emma avait réellement créée pour lui dans leur appartement d'étudiant 10 ans plus tôt. Il ne s'agissait pas seulement de se venger. Elle voulait tout prendre. La lumière du matin traversait les murs de verre du bureau de Brian Thorne, mais elle n'offrait aucun réconfort. La pièce était froide avec une sensation stérile qui correspondait à l'atmosphère tendue parmi les 3 hommes à la table en acajou. Brian était assis le visage dans les mains. En face de lui était assis Marcus Sterling, son avocat principal, un homme qui facturait typiquement 500 $ de l'heure pour avoir l'air désintéressé. Mais aujourd'hui, il semblait vraiment effrayé. « S'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte de blague morbide, Sterling. » Brian dit sous son souffle, poussant les documents légaux à travers la table. Elle était majeure en anglais. Elle vérifiait juste mes emails pour l'orthographe. Elle n'a pas créé ce code. Sterling enleva ses lunettes et une goutte de sueur coula sur son front. Brian, notre équipe de criminalistique numérique, a examiné le code source du modèle algorithmique Thorne, qui est le cœur de votre entreprise. Ils ont découvert quelque chose de caché profondément à l'intérieur de la programmation centrale, quelques données cachées. « Et alors? » demanda Brian. Sterling appuya sur un bouton de son ordinateur montrant une image sur le mur. C'était une longue ligne de code, mais cachée à l'intérieur se trouvaient des notes personnelles de la programmeuse à Brian. « Alors, tu peux enfin dormir ce soir, mon amour. » Et Brian regarda juste l'image projetée. La mémoire le frappa avec la force d'un coup de poing. C'est arrivé il y a 7 ans. Il était sur le point d'échouer à ses examens finaux parce que son programme continuait à échouer. Il s'était endormi, complètement épuisé sur leur petit canapé. Quand il se réveilla, le programme fonctionnait parfaitement. Emma était là avec une tasse de café fraîche et un sourire las. Elle mentionna qu'elle l'avait un peu bricolé. Il pensait qu'elle avait simplement corrigé une petite erreur. Il n'imaginait jamais qu'elle avait reconstruit tout le système à partir de zéro. « C'est même pire que ça, » dit Sterling, sa voix basse. Les documents légaux stipulent qu'elle a enregistré le droit d'auteur pour ce système exact en utilisant le nom Ghostwriter 3 jours avant le lancement de votre entreprise. Elle est la propriétaire légale de la propriété intellectuelle Brian et elle demande une ordonnance judiciaire d'urgence pour fermer vos serveurs jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. Nous fermer. Brian se leva d'un bond en voyant sa chaise voler. Si nos serveurs sont hors ligne pendant 1 heure, notre action chutera de 10%. S'ils sont hors ligne pour de bon, Thornex sera en faillite en 1 semaine. Alors vous devez faire un accord, déclara Sterling avec une expression sérieuse. Offrez-lui tout ce qu'elle désire. Argent, parts de l'entreprise, des excuses publiques, parce que si cela se termine devant les tribunaux, elle a toutes les preuves numériques. Et tout le département juridique d'Adrian Vance la soutenante. Ils nous détruiront complètement. Brian alla à la fenêtre et regarda la ville qu'il croyait être la sienne. Son téléphone vibra. C'était un message de Chloé. Il lisait. « Chérie, ma carte de crédit vient d'être rejetée chez Gucci. Tu dois gérer ça maintenant. Tout le monde me regarde. » Brian lança son téléphone contre le mur et il se brisa en morceaux. Il ne pouvait pas se permettre de perdre son entreprise. Il était Brian Thorne. Il était un innovateur brillant. Il n'était pas un faux qui réussissait grâce au travail de sa femme. « Où est-elle maintenant? » demanda Brian, faisant face à Sterling à nouveau. « Elle est l'hôte du gala d'argent au Metropolitan Museum ce soir, » répondit Sterling. « C'est un événement pour collecter des fonds pour les mères célibataires. Les billets coûtent 20 000 $ par personne. »« Procure-moi un billet, » ordonna Brian. « Brian, si tu t'approches d'elle, ce serait une violation de l'ordonnance restrictive. J'ai dit, procure-moi un billet. » Brian cria, « Je ne vais pas la déranger. Je vais la faire se souvenir qu'elle m'a aimé autrefois. Emma est une personne gentille. Elle est motivée par ses sentiments. Si je peux la trouver seule, loin de Vance, je peux la calmer. Je peux la convaincre d'arrêter ça. » Sterling sembla peu convaincu, mais il sortit son téléphone. « Je vais voir ce que je peux faire. »
Mais Brian, elle ne semble plus si douce. Le Metropolitan Museum avait été transformé en un spectacle éblouissant d'argent et de blanc. Les personnes les plus puissantes de la ville, y compris des politiciens, de riches héritiers et des milliardaires de la technologie, se déplaçaient dans les grandes salles avec des verres de champagne. Brian vint seul. Il n'avait pas invité Chloé. Il voulait paraître sombre et plein de regrets. Il portait son costume le plus formel, pourtant il avait l'impression de ne pas y appartenir. Chaque conversation discrète qu'il passait semblait être à son sujet. « As-tu vu que le cours de l'action de Thorne chute aujourd'hui? J'ai entendu dire que Vance Global rachetait une énorme partie d'un nouveau concurrent. » Brian se fraya un chemin parmi les invités, cherchant une robe vert émeraude, mais il ne vit aucun vert cette nuit-là. Il vit de l'argent à la place. Emma se tenait sur une estrade surélevée près du temple de Dindor, s'adressant à l'audience avec un microphone. Elle portait une robe de maternité argentée qui brillait comme un clair de lune liquide. Elle avait l'air majestueuse et hors d'atteinte, comme une reine parlant à son peuple. Et pour cette raison, la Fondation Vance s'engage à verser 50 millions de dollars pour fournir une assistance juridique aux femmes qui ont été injustement laissées sans rien dans leurs affaires de divorce. Emma annonça, sa voix confiante et ferme. Les invités éclatèrent dans de vifs applaudissements. Brian sentit une vague de nausée dans son estomac. Ce fond était une attaque claire contre lui. Quand Emma descendit de la scène, elle fut rapidement entourée de personnes lui souhaitant bonne chance, et Brian vit sa chance et la saisit. Il se fraya un chemin à travers le rassemblement, ne prêtant aucune attention aux regards désapprobateurs des gens qu'il avait ignorés auparavant. « Emma !» cria-t-il juste au moment où elle était emmenée par son équipe de sécurité. Elle s'arrêta. Les gens autour d'eux s'écartèrent, sentant le drame se dérouler. C'était la confrontation dont tout le monde chuchotait. Emma se retourna lentement. Pour une fois, Adrian n'était pas avec elle. Il était de l'autre côté de la pièce, parlant à un sénateur. C'était l'opportunité de Brian. « Brian, dit-elle. » Son visage ne laissait rien transparaître. « Tu as acheté un billet. Comme c'est attentionné de ta part, je considérerais ces 20 000 $ comme un acompte sur la pension alimentaire que tu me dois encore. » La mention de la pension alimentaire fit rire quelques personnes discrètement. Brian s'approcha, parlant doucement d'un ton désespéré. « Emma, s'il te plaît, nous devons parler en privé. Tout ce que j'ai à te dire peut être dit au tribunal, » répondit-elle sans émotion. « Il s'agit de l'entreprise, » supplia Brian. « Tu vas la ruiner. Réalises-tu combien de personnes vont se retrouver sans emploi? Je comprends que tu sois contrarié par moi, mais s'il te plaît, ne punis pas mes employés pour cela. Ce n'est pas la personne que tu es. Tu es une bonne personne. Tu es le genre de personne qui sauve les chats errants. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent de colère. La femme qui sauvait les chats errants a disparu la nuit où elle a dû dormir dans sa voiture parce que son mari avait coupé toutes ses cartes de crédit. Un halètement traversa la foule. La couleur s'écoula du visage de Brian. Il avait prié pour que ce secret reste enterré pour toujours. « Je ne savais pas que tu n'avais pas d'endroit où vivre, » balbutia-t-il. « J'ai juste supposé que tu étais allé chez tes parents. » « Mes parents sont partis, Brian, tu le savais. Tu ne t'en souciais juste pas. » Elle s'approcha d'un pas, sa voix s'abaissant à un murmure mortel. « Et cette entreprise n'est pas ton entreprise. Elle a été construite en utilisant mon code. Elle a été construite sur mes nuits blanches et mon génie. Tu n'étais que le visage public, Brian. Et je suis sur le point d'arracher ce masque. »« Emma, arrête !» supplia Brian, tendant la main vers elle. « Qu'en est-il de notre enfant? Si tu me ruines, tu ruines tout son avenir. Ce bébé est le mien, n'est-ce pas? Tu sais dans ton cœur qu'il a besoin de son père. » Emma baissa les yeux vers sa main sur son bras, puis le regarda dans les yeux. Elle ne broncha pas et ne se retira pas. Un sourire effleura ses lèvres, mais c'était un sourire froid qui ne contenait aucune chaleur. « Tu veux parler du bébé, Brian? »« Oui, » murmura-t-il, croyant avoir trouvé un moyen de l'atteindre.
J'ai le droit de connaître la vérité. D'accord, dit-elle, sa voix portant clairement au spectateur proche. Le soir où tu m'as jeté dehors, je tenais une petite boîte cadeau. Te souviens-tu de cela? Le front de Brian se fronça tandis qu'il cherchait dans sa mémoire. Oui, elle avait serré une petite boîte blanche. Il l'avait frappée de sa main, désespéré de la faire sortir de l'appartement avant l'arrivée de Chloé. Je me souviens, admit-il à voix basse. À l'intérieur de cette boîte se trouvait un test de grossesse positif, dit Emma, sa voix tremblant d'une fureur à peine contenue. Et à côté se trouvait une minuscule paire de chaussons de bébé. J'essayais de te le dire. J'essayais de dire, Brian, nous commençons une famille. Et tu m'as juste regardé et dit, prends tes ordures et sors de ma maison. Brian eut l'impression que chaque goutte de sang avait quitté son corps. La pièce entière sembla basculer. Alors ne reste pas ici maintenant et ne fais pas comme si tu te souciais d'être un père, siffla Emma. Tu as jeté ton propre enfant avant même qu'il ne naisse. Mais maintenant, il a un père, un vrai homme qui m'a tenu quand je pleurais, qui a assisté à chaque échographie, qui a construit la chambre d'enfant de ses propres mains. Ce n'est pas la même chose, protesta Brian, sa voix faible. La biologie est ce qui compte. La biologie fait de toi un donneur de sperme, Brian. L'amour est ce qui fait de toi un père. Juste à ce moment-là, une main lourde se referma sur l'épaule de Brian. C'était Adrian Vance. Il avait traversé toute la salle de bal en quelques secondes. « Y a-t-il un problème ici? » demanda Adrian. Son ton était calme, mais il avait une profondeur terrifiante. « Nous avons juste une conversation, » dit Brian, tentant de secouer la main de son épaule. Il ne put pas. La prise d'Adrien était comme de l'acier solide. « Il m'a semblé que vous angoissiez ma femme, » déclara Adrien. « Elle n'est pas encore ta femme, » cracha Brian, sa jalousie montant. Adrien sourit juste, il chercha dans sa veste et en sortit une feuille de papier pliée. Il la glissa dans la poche de poitrine de Brian. « Tu devrais lire ceci quand tu seras dehors. C'est une copie des papiers d'adoption finale. J'ai légalement adopté l'enfant in utero il y a 2 semaines. J'ai eu le consentement complet d'Emma et l'approbation pleine du tribunal. Citant un abandon prouvé par le père biologique. Brian le regarda juste, sa bouche pendante. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je suis Adrian Vance, dit-il, comme si cela expliquait tout. Je peux faire tout ce que je veux. Maintenant, quitte ma vue avant que je ne demande à la sécurité de te jeter par l'escalier principal. » Complètement humilié, complètement vaincu, et sentant les regards de l'élite de New York lui brûler le dos, Brian se retourna et courut. Il trébucha dehors dans l'air frais du soir de Central Park. Il chercha dans sa poche et déplia le papier qu'Adrien lui avait donné. Ce n'était pas seulement des documents d'adoption. Il y avait un résultat de test ADN attaché au dos. Sujet: Brian Thorne. Résultat: 0% de probabilité de paternité. Brian resta figé. Il le lut une deuxième fois. 0%. Il regarda frénétiquement le document. Némente. C'est alors qu'il vit la note du médecin tout en bas. Le sujet a une condition congénitale qui le rend stérile. Cette condition est probablement présente depuis l'adolescence. Brian laissa le papier glisser de ses doigts et dériver sur le trottoir. Il n'était pas le père. Il n'avait jamais été le père. Il ne pourrait jamais être un père. Mais s'il était stérile et qu'Emma était enceinte, alors qui était le père? Et puis la vérité le frappa comme un coup physique. La chronologie. Le voyage d'affaires qu'Emma avait fait seule il y a 1 an sur la côte ouest où se trouvait le siège de Vance Global. Elle n'avait pas rencontré Adrien il y a 6 mois. Elle le connaissait avant leur divorce. La pluie à New York ne nettoie jamais les choses. Elle rend seulement la saleté des rues plus glissante. Brian se tenait sur le trottoir juste devant une clinique de fertilité spécialisée de l'Upper East Side. La lourde porte en chêne se referma derrière lui avec un bruit sourd final qui sembla résonner dans ses propres os.
Il était entré là en tempête, exigeant des réponses, menaçant la clinique de poursuite pour faute professionnelle et hurlant que le test ADN d'Adrien était un faux. Le médecin, un homme plus âgé n'ayant absolument aucune patience pour les milliardaires faisant des caprices, avait simplement récupéré le dossier de Brian d'il y a 20 ans. C'était un dossier de quand Brian avait été hospitalisé adolescent pour une complication grave liée à la sclérose en plaques. J'ai informé vos parents à ce moment-là, M. Thorne, avait dit le médecin en ajustant ses lunettes. Les dommages étaient irréversibles. Vous n'avez jamais été capable d'engendrer des enfants. Nous avons simplement supposé que vous le saviez. Brian marcha sans but sous la pluie, ses coûteuses chaussures italiennes éclaboussant à travers de profondes flaques. Il n'avait pas su. Ou peut-être, au fond de lui, avait-il choisi d'ignorer tous les signes. Pendant 5 longues années, il avait mis tout le blâme sur Emma. Chaque mois où elle avait ses règles, il soupirait, la regardait avec une déception ouverte et faisait une remarque cruelle sur son horloge biologique qui s'épuisait. Il l'avait faite se sentir comme si elle était celle qui était brisée. Il l'avait envoyée à d'innombrables spécialistes, lui avait fait prendre des hormones qui la rendaient malade, et l'avait publiquement humiliée quand rien ne fonctionnait. Et pendant tout ce temps, c'était lui le brisé. Il héla un taxi, ses mains tremblantes. Il devait rentrer chez lui. Il devait tout expliquer à Chloé. Chloé. La pensée le frappa. Chloé était avec lui seulement parce qu'il lui avait tout promis. Il lui avait promis une dynastie d'affaires. Si elle découvrait qu'il était infertile et que son entreprise était sur le point d'imploser, elle disparaîtrait avant même que les gros titres du matin ne sortent. Il entra dans son penthouse complètement trempé. Tout l'appartement était un désastre. Des sacs de courses de Chanel, Hermès et Prada étaient éparpillés partout. Chloé était sur le canapé, entourée de boîtes ouvertes, criant dans son téléphone. « Je me fiche que la carte ait été refusée. Passe-la une deuxième fois. As-tu la moindre idée de qui est mon petit ami? » Elle leva les yeux alors que Brian entrait, faisant couler de l'eau partout sur le sol en marbre. « Enfin, Brian, tu dois réparer ma carte noire. Cela me fait mal paraître. » Brian la fixa. Il la regarda vraiment. Elle était belle, bien sûr, mais c'était une sorte de beauté vide, artificielle. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux du tout, seulement de la cupidité. « Chloé, dit-il, commence à faire tes affaires. » Elle laissa échapper un rire aigu et cassant. « Excuse-moi, on prend l'avion pour Paris? » « Non, dit Brian en s'approchant et en envoyant une boîte Chanel à travers la pièce. « Tu pars, sors d'ici. » Chloé se leva d'un bond, son visage se tordant en un ricanement laid. « Tu ne peux pas être sérieux. Penses-tu vraiment pouvoir me jeter dehors de la même manière que tu as fait avec ton ex-femme? »« Mon ex-femme, dit Brian, les mots semblant lui être arrachés de la gorge. Valait 10 de toi. C'est elle qui m'a construit. Tout ce que tu fais, c'est me vider. Sors, Chloé. J'ai fini de payer pour ta compagnie. Bien, hurla-t-elle, attrapant une poignée de bijoux sur une table voisine. Tu es ennuyeux de toute façon, et juste pour que tu saches, Brian, tout le monde se moque de toi. Tu te prends pour une sorte de royauté, mais tu n'es rien de plus qu'un distributeur automatique de billets ambulants. Et j'ai tout entendu sur le procès. Tu vas être fauché, Brian, et être pauvre ne te va pas bien. Elle sortit du penthouse, claquant la porte si fort que les murs en tremblèrent. Brian était complètement seul. Il se versa un verre et regarda les lumières scintillantes de la ville. Il avait ruiné son mariage pour une femme qui ne l'avait jamais aimé. Il avait perdu la seule personne au monde qui avait jamais vraiment eu foi en lui. Mais alors sa tristesse commença à se transformer en quelque chose de bien plus sombre. Une colère froide et vicieuse commença à monter en lui. Emma savait. Elle devait avoir su depuis le début. Si elle était enceinte maintenant et que le bébé n'était pas le sien et qu'il était stérile, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Elle l'avait trompé. La chronologie continuait de le déranger. Ils avaient été divorcés depuis 6 mois, mais elle était enceinte de 7 mois. Elle avait couché avec un autre homme alors qu'ils étaient encore mariés. Brian rit, un son étrange et maniaque. Sainte Emma,
la femme qui agissait si parfaite et pure. Elle était une adultère. Il saisit son téléphone. Il composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Un reporter de tabloïd glissant nommé Barry qui lui devait une grande faveur. « Bray, dit Brian Mutton, sa voix onctueuse et dangereuse. J'ai un scoop majeur pour toi. J'ai la vraie histoire derrière la romance d'Adrian Vance et Emma Cross. C'est à propos de comment le milliardaire a volé la femme d'un autre homme et comment Sainte Emma portait l'enfant d'un autre homme alors qu'elle dormait encore dans le lit de son mari. C'est de la dynamite pure, Brian, dit Barry, sa voix pleine de joie. Mais as-tu la preuve de la chronologie? Le bébé est toute la preuve dont nous avons besoin, mentit Brian. Lance l'histoire. Ruine sa réputation complètement. Si elle veut me poursuivre pour mon entreprise, je ferai en sorte qu'elle soit trop humiliée pour même montrer son visage dans un tribunal. Brian raccrocha l'appel. Il ressentit un sentiment de triomphe malsain. S'il allait être ruiné, il entraînerait tout le monde avec lui. Le titre du lendemain matin était absolument brutal. Scandale du bébé milliardaire. Adrian Vance a-t-il volé sa maîtresse enceinte à un mari au cœur brisé? L'article positionnait Brian comme la victime sympathique, un mari dévoué et travailleur qui a été pris au dépourvu par une femme infidèle qui avait ensuite séduit d'un homme plus riche pour gravir l'échelle sociale. Il sous-entendait fortement que le bébé était le résultat d'une liaison secrète qui s'était déroulée dans la propre maison de Brian. Brian était assis dans son bureau et regardait la tempête éclater sur les médias sociaux. L'opinion publique commençait à changer. Les gens commençaient à appeler Emma une croqueuse de diamants. Ils commençaient à remettre en question l'intégrité d'Adrian Vance. Cela va les forcer à s'arranger, dit Brian à Marcus Sterling, dont le visage était pâle d'inquiétude. Ils devront abandonner le procès juste pour faire disparaître toute cette mauvaise presse. Brian, dit Sterling, regardant sa tablette. Tu dois regarder ceci. Vance Global vient d'annoncer une conférence de presse. Il la diffuse en direct en ce moment. Brian pivota sa chaise pour faire face à l'énorme écran sur le mur de son bureau. Adrian Vance se tenait à un podium. Il n'avait pas l'air nerveux. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air d'un bourreau. Debout, juste à côté de lui, était Emma. Elle n'essayait pas de se cacher. Elle regarda directement la caméra et son expression était absolument féroce. Ce matin, commença Adrien, sa voix puissante remplissant la pièce à travers les haut-parleurs. Un homme désespéré a tenté d'utiliser les médias pour harceler une femme enceinte. Brian Thorne, un mannequin, a accusé ma fiancée d'être infidèle. Il a dit à tout le monde que j'avais détruit un foyer heureux. Adrien s'arrêta et regarda directement la caméra. Nous nous attendions à ce genre de comportement parce que les menteurs croient toujours que tout le monde ment aussi. Adrien s'écarta et Emma s'approcha du microphone. « Je n'ai jamais trompé Brian Thorne, déclara-t-elle clairement. Pendant 7 ans, j'ai été une femme fidèle. J'étais son rocher quand nous n'avions rien. C'est moi qui ai écrit le code qui a fait de lui un milliardaire, souvent pendant qu'il dormait. » Elle leva un document pour que la caméra puisse le voir. C'est un rapport médical. Il vient de la Mayo Clinic et est daté d'il y a 8 mois, ce qui était 1 mois avant que Brian ne divorce de moi. Il prouve que j'ai subi un seul cycle de traitement de FIV en utilisant un donneur. Brian resta figé. FIV. J'ai fait ceci. La voix d'Emma trembla juste un peu alors qu'elle continuait. Je l'ai fait parce que mon mari voulait désespérément un héritier, mais il refusait de voir un médecin pour ses propres problèmes. Je voulais le surprendre. Je voulais lui donner la famille qu'il disait toujours vouloir. J'ai utilisé mes propres économies pour payer cela. J'ai subi toutes les injections seul. Un profond silence emplit la pièce sur l'écran et le même silence tomba sur le bureau de Brian. J'ai appris que la procédure avait été un succès le jour même où Brian m'a signifié les papiers de divorce, dit Emma, tandis qu'une seule larme coulait enfin sur sa joue. J'ai essayé de lui expliquer. Il a refusé d'écouter. Il m'a jeté de notre maison. J'étais enceinte, sans abri et complètement seule. C'est à ce moment-là qu'Adrian Vance m'a trouvé. Il ne m'a pas volé à toi, Brian. Tu m'as jeté. Il a simplement ramassé le trésor que tu étais trop aveugle pour reconnaître.
Adrien retourna au microphone. Concernant l'entreprise, M. Thorne semble avoir oublié un détail crucial concernant le logiciel Ghostwriter qu'il a volé. Brian sentit son estomac se nouer. Emma n'a pas seulement écrit le code original, expliqua Adrien, avec un sourire sombre. Elle l'a aussi protégé. Il y a un programme de sécurité intégré profondément dans le système. C'est un coupe-circuit. Il a été conçu pour s'activer si l'utilisateur non autorisé Brian tentait de modifier les fichiers centraux. Selon nos journaux, son équipe technologique a fait exactement cela ce matin, essayant d'effacer les preuves de son vol. Adrien jeta un coup d'œil à sa montre. Le coupe-circuit s'active dans 3, 2, 1. Dans le bureau de Brian, les lumières du plafond vacillèrent. Puis le bourdonnement constant des serveurs dans tout le bâtiment devint silencieux. L'écran de l'ordinateur de Brian devint noir. « Monsieur » cria son assistante en faisant irruption dans la pièce. « La plateforme est partie. L'application est partie. Tout est hors ligne. Le code, il a disparu. Il se supprime des serveurs. » Brian frappa ses poings sur son clavier en panique. C'était inutile. Il n'y avait qu'un écran noir avec un petit texte vert clignotant dans le coin. Erreur. Utilisateur non autorisé. Au revoir, Brian. Sur l'écran de télévision, Adrian Vance se pencha vers le microphone. Thornneck est, à toutes fins utiles, une entreprise évidée avec 0 actif. Son action est actuellement en chute libre. J'ai également contacté la SEC pour leur fournir des preuves du détournement d'argent de l'entreprise par Brian Thorne, qu'il a utilisé pour financer le style de vie somptueux de sa maîtresse. Le regard d'Adrien était aussi froid que l'acier. Échec et Matt Brian. La diffusion se termina. Brian resta assis dans le silence mort de son bureau. Puis son téléphone commença à sonner. C'était le conseil d'administration suivi de la SEC, suivi de sa banque. Il ignora les appels. Il marcha vers la massive fenêtre du sol au plafond et regarda les rues de Manhattan. Il avait toujours voulu être un roi. Il avait toujours voulu que les gens le craignent. Il avait enfin obtenu son souhait. Il était maintenant craint, mais seulement comme un récit édifiant. Il regarda un SUV noir s'arrêter dans la rue loin en dessous. Il vit une petite silhouette portant un manteau vert monter dans le véhicule avec un grand homme l'aidant. Même de ce haut, il pouvait voir la tendresse dans le geste de l'homme. Emma, elle avait gagné. Elle avait fait plus que le vaincre. Elle l'avait complètement effacé. Brian s'effondra au sol. Le silence de son bureau vide se sentit comme un poids écrasant le pressant. Il chercha dans sa poche et en sortit une vieille photographie froissée qu'il avait portée dans son portefeuille pendant des années. C'était une photo de lui et Emma dans leur dortoir universitaire, assis par terre mangeant de la pizza et riant. Ils avaient été fauchés, mais il avait l'air vraiment heureux. Il comprit maintenant, avec tout le poids de sa ruine totale s'abattant sur lui, que ce moment était le plus riche qu'il n'ait jamais été. Et il avait tout jeté pour un lustre en diamant qui n'était même pas réel. Dans le monde des affaires, 3 ans est une éternité. En 3 ans, de nouvelles entreprises naissent, des empires s'effondrent, et des noms qui autrefois illuminaient les gros titres sont oubliés et emportés. Mais pour Brian Thorne, ces 3 ans se sentaient comme 300 ans. Sa chute ne fut pas rapide. Ce ne fut pas la fin propre et rapide qu'il avait presque souhaité lorsque les écrans de son bureau devinrent sombres. Au lieu de cela, ce fut un démantèlement lent et douloureux de sa vie. L'enquête de la SEC dura 18 mois, une humiliation publique qui lui ôta le moindre morceau de dignité qu'il avait. Le penthouse fut la première chose à disparaître, suivi par les voitures et ensuite l'or. Il se souvenait clairement du jour où les agents fédéraux vinrent saisir sa collection de montres. Il resta juste là tandis qu'un homme en veste bon marché manipulait sa Patek Philippe, celle qu'il avait achetée après d'avoir gagné ses premiers 10 millions de dollars, et la déposait dans un sac de preuves comme un morceau de Camelot en plastique. Ce fut le jour où Chloé le quitta. Elle ne prit même pas la peine de faire ses bagages. Elle commanda juste un Uber, lui lança un regard complètement vide d'affection
et dit « Tu es mauvais pour ma marque, Brian. » Maintenant, 3 ans plus tard, Brian tremblait sur un trottoir d'East Wacker Drive à Chicago. Les vents venant du lac étaient d'une attaque brutale, un froid vif et humide qui traversait le matériau fin de son uniforme en polyester. Il n'était plus Brian Thorne, le visionnaire de la technologie. Il était juste Jules, le voiturier le moins bien classé du Grand Plaza Hotel. « Hey Jules, ressaisis-toi !» La voix appartenait à Manny, le capitaine voiturier de 20 ans, qui passait ses quarts de travail à vapoter et à faire défiler TikTok. Manny n'avait aucune idée de qui Brian avait été. Pour Manny, Brian était juste l'homme calme et grisonnant qui n'était pas assez rapide sur les sprints vers le garage et dont les mains tremblaient trop quand il manipulait les clés. « Je suis réveillé », marmonna Brian, frappant des pieds pour essayer de leur redonner un peu de sensation. Ses chaussures bon marché fuyaient. La neige fondue glacée de la rue avait trempé ses chaussettes des heures auparavant. « C'est une grande soirée ce soir, » dit Manny, exhalant un nuage de vapeur aromatisé à la fraise sur le visage de Brian. « Le gala du futur de la technologie. Nous avons des gens très importants qui se présentent toute la nuit. Ne gratte rien, vieil homme. Ces voitures valent plus que tu ne le sauras jamais. » Brian frémit, le gala du futur de la technologie. Il y a 5 ans, il avait été le conférencier principal à cet événement exact. Il se souvenait du son des applaudissements. Il se souvenait de la sensation du projecteur chaud et aveuglant alors qu'il donnait des conférences à tout le monde sur la vision et l'innovation. Il se souvenait d'Emma au premier rang, ses mains jointes sur ses genoux, le regardant avec une fierté qu'il savait maintenant n'avoir jamais méritée. Elle avait porté une simple robe bleue ce soir-là parce qu'il lui avait dit que la robe de créateur qu'elle avait repérée était trop voyante. Ce soir, il n'était pas le conférencier principal. Il faisait juste partie du personnel. Les grandes portes de l'hôtel s'ouvrirent, déversant une lumière dorée chaude et le son d'un groupe de jazz sur le trottoir enneigé. L'odeur de parfum cher et de côte de bœuf rôti s'échappa, un rappel douloureux des douleurs de faim dans l'estomac de Brian. Il avait sauté le déjeuner juste pour économiser 5 $ pour sa facture d'électricité. Les invités commencèrent à sortir de l'hôtel. Brian vit des visages qu'il connaissait. Marcus Sterling, son ancien avocat, était là, riant avec un nouveau client riche. Sterling regarda Brian sans le voir en lui tendant le ticket de réclamation pour une Mercedes. Brian accepta le ticket la tête baissée, la visière de sa casquette cachant son visage. Il ramena la voiture, prit un pourboire de 2 $ sans dire un mot et regarda Sterling s'éloigner rapidement. C'était une forme unique de torture, être complètement invisible dans un monde où il avait été traité comme un dieu. « Fais attention », siffla Manny ajustant sa veste. « Nous avons une personnalité importante qui arrive. Voiture privée, escalade aux vitres teintées. C'est l'équipe de sécurité Vance. » Vance. Le nom frappa Brian comme un choc électrique. L'air se bloqua dans sa gorge. Il ressentit une envie de courir. Il voulait simuler une maladie, se cacher dans la salle de repos des employés ou juste fondre dans le trottoir. N'importe quoi pour éviter d'être ici en ce moment. Mais il était coincé. Ses pieds se sentaient cimentés au sol, maintenus en place par un mélange de pure peur et d'une curiosité sombre et autodestructrice. L'énorme véhicule noir s'arrêta au bord du trottoir avec 2 voitures de sécurité juste derrière lui. Il ne ressemblait pas juste à une voiture. Il ressemblait à une forteresse roulante. Le moteur produisait un grondement bas et puissant qui fit claquer les dents de Brian. « Joel, ouvre la porte », ordonna Manny, distrait par ses tentatives de flirter avec une mondaine vêtue d'un manteau de fourrure. Brian s'avança. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut rapidement les joindre derrière son dos pour essayer de les contrôler. Il marcha vers la porte arrière-passager. Il pouvait voir son propre reflet dans la vitre teintée foncée, un homme mince au visage creux avec une barbe grise de 3 jours et des yeux hantés. À 35 ans, il semblait 20 ans plus vieux. Il tendit la main et tira la lourde poignée de porte.
La porte s'ouvrit en douceur, libérant une vague d'air chaud. Cela sentait le cuir riche, le cèdre et le jasmin. La première chose qu'il remarqua fut une chaussure, une Oxford italienne faite à la main, parfaitement polie. Adrian Vance émergea de la voiture. Les années avaient été très bonnes pour Adrien. Si quelque chose, le temps n'avait fait qu'améliorer sa présence imposante. Il semblait plus large, et ses cheveux sel et poivre étaient coupés dans un style militaire précis. Il se déplaçait avec la confiance décontractée d'un homme qui possédait chaque pièce dans laquelle il entrait. Il ne prêta aucune attention au voiturier. Il se retourna vers la voiture et offrit sa main. « Fais attention, mon amour, c'est glissant dehors ici. » Une main se tendit pour prendre la sienne. C'était une main que Brian connaissait mieux que la sienne. Il connaissait la forme de ses doigts et la courbe délicate de ce poignet. Il se souvenait comment cette main se sentait quand elle apaisait son front quand il était malade. Il se souvenait comment elle se sentait en frottant la vaisselle dans leur premier appartement exigu. Emma sortit de la voiture. Brian sentit tout l'air s'échapper de son corps. Elle était à couper le souffle. La femme timide et tranquille était partie. La femme qui se tenait devant lui était une reine. Elle portait une robe longue en velours rouge profond qui épousait parfaitement sa forme, couverte d'un manteau blanc qui ressemblait à de la neige fraîchement tombée. Ses cheveux étaient coiffés en vagues douces et élégantes, et un collier de diamants scintillait à son cou. Ce n'étaient pas les grands bijoux flashy sur lesquels Chloé avait toujours insisté, mais des pierres classiques de bon goût. Pourtant, ce n'était pas seulement les vêtements, c'était son visage. Les rides d'inquiétude qui avaient marqué son visage pendant leur mariage avaient disparu, remplacé par un profond sentiment de paix qui rayonnait d'elle, lui donnait une certaine radiance. Elle avait l'air paisible. Elle avait l'air chérie. « Attendez-moi !» Une petite voix appela de l'intérieur de la voiture. Le sang de Brian se glaça. Un petit garçon, pas plus âgé que 3 ans, grimpa au bord du siège. Il était emmitouflé chaudement dans un petit pardessus bleu marine et une écharpe rouge. Ses cheveux étaient foncés et bouclés, et ses yeux curieux et brillants captaient tout autour de lui avec émerveillement. Adrien laissa échapper un rire profond et joyeux, un son que Brian n'avait jamais entendu diriger vers lui. « Nous ne t'oublierions jamais, Léo. Viens, mon pote. » Adrien souleva facilement le garçon et le posa sur sa hanche. Le petit garçon gloussa et enroula ses petits bras autour du cou d'Adrien. « Papa, as-tu vu le robot? » demanda le garçon, sa voix pleine d'excitation. « Celui qui avait des lasers? »« Bien sûr que oui, » répondit Adrien, embrassant le haut de la tête de son fils. « Mais j'ai le sentiment que tu étais un plus grand fan du buffet de dessert. »« J'adore les biscuits, » annonça Léo avec beaucoup de sérieux. Emma gloussa, essuyant doucement un flocon de neige du nez du garçon. « Tu es à 100% le fils de ton père, un amour pour les sucreries et une fascination pour les lasers. »« Le fils de ton père. » Ces mots ricochetèrent dans l'esprit de Brian, résonnant dans l'espace vide où son âme se trouvait autrefois. Le fils de son père. Léo n'était pas l'enfant de Brian, il n'aurait jamais pu l'être. Les résultats ADN avaient été le coup de grâce à sa fierté. Le test prouvait qu'il était stérile. Il était une impasse biologique. Tout ce discours sur son héritage, sur la construction d'une dynastie, sur le nom de famille Thorne, ce n'était qu'un mensonge pathétique. Le véritable héritage se tenait là, devant ses yeux. Un petit garçon joyeux et en bonne santé, élevé par un homme qui gagnait le respect sans jamais avoir à le demander. Brian resta juste là, près de la portière de la voiture, complètement figé. Il savait qu'il était censé fermer la porte. Il aurait dû simplement s'éloigner et disparaître dans l'arrière-plan, mais il lui était impossible de détourner les yeux de l'enfant. Le garçon avait le nez d'Emma. Il avait son sourire aussi. Puis, tout à coup, le regard du petit garçon se tourna vers lui. Les yeux de Léo rencontrèrent ceux de Brian. L'enfant ne vit aucun échec. Il ne vit aucune fraude passée. Il ne vit qu'un homme portant un chapeau amusant qui se tenait dans la neige.
Salut, dit Léo, faisant un petit signe de la main gantée. Le simple son de la voix du garçon brisa ce qui restait du contrôle de Brian. Des larmes chaudes jaillirent instantanément de ses yeux. Il essaya de former un mot pour lui rendre son salut, mais sa gorge se sentit serrée et fermée. Emma tourna la tête. Elle regarda là où son fils regardait. Son regard tomba sur le voiturier. Pendant juste une seconde, le monde s'arrêta. Des flocons de neige descendaient silencieusement. Les bruits de la ville semblèrent disparaître. Puis la réalisation s'insinua lentement dans son expression. Ce ne fut pas un moment dramatique. Elle ne haleta pas. Elle ne serra pas ses perles sous le choc. Ses yeux s'élargirent juste un tout petit peu. Elle vit l'uniforme bon marché, les chaussures trempées, les cheveux grisonnants et l'insigne nominatif qui disait Joule. Brian se prépara. Il attendait le ricanement. Il attendait qu'elle rie. Il pensait qu'elle tapoterait Adrien sur l'épaule et dirait « Regarde ça, chérie. Regarde ce que nous avons trouvé. » Une partie de lui souhaitait presque qu'elle le fasse. Il avait mérité sa colère. La colère signifierait au moins qu'il avait encore une certaine importance pour elle, même si elle était négative. Mais Emma ne montra aucune colère. Au lieu de cela, son visage s'adoucit, ses épaules se relâchèrent juste un peu. Elle le regarda avec une tristesse profonde et accablante. C'était le même regard que l'on donnerait à un animal errant qui a été trop souvent blessé pour faire confiance à qui que ce soit. C'était une simple pitié, une pitié pure et détachée. Elle ne prononça jamais son nom. Elle ne donna aucun signe de leur histoire partagée. Elle ne demanda pas comment il allait. Elle reporta juste son attention sur son mari et son fils. « Il fait froid, Adrien, dit-elle d'une voix calme. Nous devrions faire entrer Léo dans le jet. Il commence à trembler. » « Bien sûr, acquiesça Adrien. Puis il se tourna vers Brian. Adrien n'avait aucune idée de qui il était. Pour Adrian Vance, Brian Thorne n'était qu'un détail mineur, un méchant oublié des débuts de sa relation avec Emma. Il était si insignifiant que son visage ne semblait même pas familier. « Excellent service, dit Adrien. Son ton était professionnel, mais toujours poli. Il chercha dans la poche de son manteau et en sortit de l'argent. Il glissa le billet dans la main de Brian. « Essayez de rester au chaud, ajouta Adrien. Brian baissa les yeux vers sa main. C'était un tout nouveau billet de $100, net. Le visage de Benjamin Franklin sembla le regarder, se moquant de lui. « Merci, monsieur, réussit à murmurer Brian. Sa voix était rauque et brisée qu'il la reconnaissait à peine lui-même. Adrien fit un signe de tête et se tourna pour conduire sa famille à l'entrée privée de l'hôtel, où une voiture les attendait pour les conduire à l'aérodrome. Au revoir, piailla Léo par-dessus l'épaule d'Adrien, agitant une fois de plus sa petite mitaine. Brian leva une main tremblante et fit un petit signe faible en retour. Au revoir, murmura-t-il silencieusement. Il resta debout et les regarda s'éloigner. Il regarda Adrien se pencher pour chuchoter quelque chose à l'oreille d'Emma, et il vit Emma poser sa tête sur l'épaule d'Adrien. Ils se déplaçaient ensemble comme une unité unique, un cercle fort et impénétrable de chaleur et d'affection. Ils étaient une famille complète, et Brian était simplement la personne qui tenait la porte pour eux. Quand les lourdes portes de verre de l'hôtel se refermèrent derrière eux, bloquant sa vue, le silence de la rue revint en trombe. Le vent hurlait, soufflant fort au coin du bâtiment. Brian fixa le billet de $100 qu'il tenait. Dans sa vie d'autrefois, il aurait pu utiliser un billet comme celui-ci pour allumer l'un de ses cigares. Il aurait laissé un pourboire aussi grand à une serveuse qui ne lui avait apporté qu'un verre d'eau. Il aurait raillé à quel point le montant était insignifiant. Mais maintenant, ce seul morceau de papier représentait la différence entre avoir un repas et avoir faim. Cela signifiait la différence entre rester au chaud et gelé. Il serra le billet dans son poing si fort que ses phalanges devinrent blanches. Un sanglot commença à monter profondément dans sa poitrine. Un sentiment aigu et douloureux qu'il ne pouvait plus retenir. Il s'appuya le dos contre le mur de pierre froid de l'hôtel, glissant jusqu'à ce qu'il soit recroquevillé sur le trottoir humide.
Il avait dédié toute sa vie à construire une forteresse de richesse pour tenir tout le monde à distance. Croyant que c'était ce qui rendait un homme fort, il avait toujours traité les gens comme s'ils étaient des actifs, des passifs ou des produits à échanger. Il avait jeté la seule femme qu'il avait jamais aimée inconditionnellement. Il avait tout fait parce qu'il voulait une vie qui avait meilleure allure dans les pages d'un magazine. Il avait désespérément voulu être un roi. Et maintenant, il comprenait enfin la vérité. Les rois ne sont rien de plus que des hommes portant des costumes. La vraie force n'était jamais dans la couronne elle-même. C'était dans le fait d'avoir une main à tenir quand la neige froide commençait à tomber. Emma avait trouvé la main de quelqu'un à tenir. Brian n'avait que ses deux mains fourrées profondément dans ses poches. « Hey Joel !» cria Manny depuis sa cabine, totalement inconscient de l'homme brisé sur le trottoir. « Arrête de compter tes pourboires. Une Corolla arrive. Allons-y. » Brian utilisa la manche rugueuse de sa veste pour essuyer son visage. Il prit une longue inspiration tremblante. L'air glacial lui piqua les poumons, le ramenant à la réalité. « J'arrive !» réussit-il à balbutier. Il se remit debout. Il redressa sa veste bon marché et trop grande. Il fourra le billet de $100, une aumône du nouveau mari de son ex-femme, dans sa poche juste à côté de son titre de transport. Il marcha vers la Corolla déglinguée qui s'approchait du trottoir. Il ouvrit la porte, força un sourire sur ses lèvres et inclina légèrement la tête. « Bienvenue au Grand Plaza », murmura Brian doucement. « Comment puis-je vous aider? » Et ce fut, mes amis, la chute froide et silencieuse de Brian Thorne. Il n'y eut pas de grande explosion, pas de combat dramatique dans une cellule de prison, juste la lente et glaçante réalisation qu'il avait conçu son propre destin misérable. Il dédia sa vie à la poursuite de choses de valeur. Mais il n'apprit jamais ce qui avait une vraie valeur. Il jeta un vrai diamant parce qu'il courait après quelque chose qui ne faisait que scintiller. Et au moment où il comprit son erreur, ce diamant était déjà serti dans la couronne d'un autre homme. C'est une leçon de karma vraiment dure. Parfois, la vraie punition n'est pas ce qui vous arrive, mais toutes les choses qui ne vous arriveront jamais. Brian perdit la famille, l'amour et l'héritage. Tout ce qu'il obtint fut le pourboire. Maintenant, je veux vraiment entendre ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Ce regard qu'Emma lui a donné, ce regard de pitié, croyez-vous que c'était plus douloureux que si elle lui avait simplement crié dessus? Est-ce que le fait d'être complètement indifférent est la meilleure forme de vengeance? Et si vous étiez à la place d'Emma, auriez-vous dit quoi que ce soit? Ou pensez-vous qu'elle a fait la bonne chose en s'éloignant simplement? Commençons une bonne discussion dans les commentaires. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment l'algorithme de YouTube à montrer ces histoires à un public plus large. Assurez-vous de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne manquer aucun des drames. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous toujours, soyez très prudent sur qui vous marchez pendant votre ascension vers le sommet, car vous pourriez bien avoir à les affronter sur votre chemin de retour. Rappelez-vous ceci, les gens qui vous aiment vraiment ne vous demandent pas de vous rabaisser pour qu'ils se sentent plus grands. Ils vous aident à grandir, même si cela signifie que vous pourriez les éclipser. Si cette histoire vous a donné des frissons, appuyez sur ce bouton « J'aime » et faites-le moi savoir dans les commentaires. La pitié silencieuse d'Emma était-elle plus dévastatrice que n'importe quel mot aurait pu l'être? Je veux vraiment entendre vos pensées. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire qui vous rappelle votre valeur. Merci d'être ici. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour offrir des leçons significatives et une valeur durable à notre